Pour plaisanter, le millionnaire a dit, montant coûte 100 $. La pauvre fillette a payé. Et ce qu'il a fait ensuite a tout changé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Robert Kincaid tapotait de ses doigts manucurés le bois d'acajou poli de la table de conférence, ses yeux gris acier parcourant les projections trimestrielles affichées au mur. La salle de réunion du dernier étage de la tour Kincaid offrait une vue panoramique sur les toits de Boston, mais il n'y avait pas jeté un seul regard de toute la matinée. À 43 ans, Robert avait bâti Kincaid Investment à partir de rien pour en faire un empire d'1 milliard de dollars, et la réunion d'aujourd'hui déterminerait s'ils allaient acquérir leur plus grand concurrent à ce jour. Comme vous pouvez le voir, messieurs, poursuivit-il, sa voix captant l'attention des 12 dirigeants présents, cette acquisition nous positionne pour dominer tout le marché de la côte et d'ici le 3e trimestre. Son costume sur mesure ne pouvait cacher la tension dans ses épaules. Cette affaire le consumait depuis des mois. Thomas Whitfield, son directeur financier aux cheveux argentés et son plus vieil ami, hocha la tête d'un air approbateur. Les membres du conseil échangèrent des regards impressionnés. Les doubles portes au fond de la pièce restaient fermement closes, gardées par l'assistante de direction de Robert, Diane, qui avait des instructions strictes, aucune interruption, aucune exception. C'est pourquoi toutes les têtes se tournèrent avec surprise lorsque ces portes s'ouvrirent brusquement. « Je suis vraiment désolé, monsieur Kincaid », s'exclama Diane, se précipitant après une petite silhouette qui avait réussi à se faufiler. Robert se figea au milieu de sa phrase alors qu'une petite fille, âgée de 5 ans tout au plus, s'avançait d'un pas déterminé vers la table de conférence. Sa salopette en jean usé et ses baskets éraflées contrastaient vivement avec l'opulence de la pièce. Ses cheveux au burn étaient noués en couette légèrement de travers, et son visage était empreint d'une détermination qui arrêta le reproche de Robert avant même qu'il ne puisse le formuler. « Jeune demoiselle, commença-t-il plus tôt, son ton s'adoucissant malgré lui, c'est une réunion privée. Comment êtes-vous montée jusqu'ici » La petite fille ignora la question. Elle se tenait juste en face de lui, son menton atteignant à peine le bord de la table, ses yeux d'un vert éclatant fixés sur les siens avec une intensité qui lui envoya un frisson inexplicable. « Combien gagnez-vous par heure » demanda-t-elle, sa voix claire et assurée. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Thomas toussa, mal à l'aise. L'un des jeunes cadres ne parvint pas à réprimer un rire surpris. « Pardon » demanda Robert, certain d'avoir mal entendu. « Combien d'argent gagnez-vous en 1 heure » répéta la fillette, plus insistante cette fois. Quelque chose dans son regard constant poussa Robert à jouer le jeu. « Eh bien, c'est compliqué, » répondit-il, ses lèvres s'étirant en un sourire amusé. « Mais disons 100 $. » Le montant était absurdement bas. Il gagnait des milliers de dollars par heure, mais cela semblait être une fiction appropriée pour un enfant. Le visage de la fillette s'illumina. Elle plongea la main dans la poche de sa salopette et en sortit un petit portefeuille Hello Kitty usé. Avec un soin méticuleux, elle en retira un billet de 10 $ froissé et le posa sur la table. « J'économise ça depuis 3 mois, » expliqua-t-elle en poussant l'argent vers lui. « Et Madame Jenkins, la voisine, m'a donné 90 $ pour l'avoir aidée dans son jardin tout le printemps. » Elle plaça une pile de billets bien ordonnés à côté de son billet de 10. « Ça fait 100 $. J'aimerais acheter 1 heure de votre temps, s'il vous plaît. » Robert fixa l'argent, puis le visage sérieux de la fillette, son amusement perplexe laissant place à la curiosité. « Et pourquoi voudriez-vous faire ça, jeune demoiselle ?» Ces mots suivants le frappèrent comme un coup de poing. « Parce que tu es mon papa, » dit-elle simplement, sa voix résonnant dans la pièce soudainement privée d'air. « Et c'est la fête des pères. » Le monde de Robert bascula. La salle de réunion, les dirigeants, l'acquisition, tout s'estompa dans un lointain brouillard. Il n'y avait plus que cette petite fille avec son incroyable affirmation et l'argent qu'elle avait économisé pour acheter ce que la plupart des enfants considéraient comme acquis, 1 heure avec leur père. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Emily » répondit-elle. « Emily Wilson. Ma maman s'appelle Sarah Wilson. Elle travaillait pour vous avant ma naissance. » Sarah Wilson. Le nom percuta la mémoire de Robert comme une boule de démolition. Il y a 5, presque 6 ans, son assistante de direction avant Diane, la femme qui était partie si soudainement, sans explication. « Monsieur Kincaid ?» La voix inquiète de Thomas semblait venir de très loin. « Devrions-nous reporter la réunion ?» Robert ne pouvait détacher ses yeux du visage d'Emily, de la forme de son nez, de la détermination de sa mâchoire, des traits qu'il voyait dans son propre miroir chaque matin.
Trouver Sarah Wilson, réussit-il à dire alors que la sécurité arrivait enfin à la porte. Maman. Emily ne rompit jamais le contact visuel, même si les adultes autour d'eux s'agitaient dans la confusion. Alors, demanda-t-elle en rapprochant l'argent, marché conclu. Robert était assis seul dans son bureau, la salle de réunion maintenant vide à l'exception d'Emily, qui examinait attentivement la collection de trophées sur sa bibliothèque. Il avait renvoyé les dirigeants avec une explication laconique sur une urgence familiale, des mots qui sonnaient étranges dans sa bouche. Thomas lui avait lancé un regard inquiet avant de fermer la porte, laissant Robert face à la situation impossible qui se présentait à lui. « Vous ressemblez à l'homme sur la photo de maman », observa Emily, pointant son visage d'un petit doigt. Elle la garde dans sa boîte spéciale. Robert déglutit difficilement. « Emily, où est ta mère maintenant? Comment es-tu arrivée ici ?» La petite fille se tourna vers lui, son expression soudainement sérieuse. « Maman est à l'hôpital. Madame Jenkins devait me garder, mais elle s'est endormie. » La voix d'Emily tomba à un murmure. « J'ai trouvé votre immeuble dans les papiers de maman. Le chauffeur de bus m'a aidé parce que j'ai dit que j'allais retrouver mon papa. » Un œuf froid se forma dans l'estomac de Robert. « L'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta mère ? » « Elle est souvent malade, » dit Emily avec l'acceptation pragmatique que les enfants ont parfois face aux choses terribles. « Les médecins essaient de la soigner aujourd'hui. » Robert attrapa son téléphone, mais Diane était déjà à la porte. « Monsieur Kincaid, j'ai trouvé Sarah Wilson. Elle est à l'hôpital général du Massachusetts, service d'oncologie. Elle a essayé de joindre Emily. Apparemment, la voisine qui la gardait a eu elle-même une urgence médicale. » La voix de Diane s'adoucit. L'hôpital dit que Madame Wilson est dans un état critique. Les mots frappèrent Robert comme un coup violent. Oncologie, état critique. Le monde contrôlé et compartimenté qu'il s'était construit s'effritait à chaque révélation. « Faites préparer ma voiture », ordonna-t-il, sa voix plus rauque que prévu. Emily le regardait de ses yeux verts perçants qui semblaient voir à travers lui. « Tu vas voir maman ? Je peux venir aussi ?» Elle brandit la liasse de billets. Notre marché tient toujours. 1 heure. Robert regarda l'argent, les économies de toute une vie de l'enfant et ce qu'elle avait gagné en jardinant, et sentit quelque chose se briser en lui. Il s'approcha et s'agenouilla à sa hauteur, repoussant doucement l'argent vers elle. « Garde-le, dit-il doucement. Et oui, nous allons voir ta mère. » Dans l'ascenseur qui les menait au parking, Emily glissa sa petite main dans la sienne. Le geste, simple et confiant, le traversa d'une secousse plus puissante que n'importe quelle affaire commerciale ne l'avait jamais fait. « Maman dit que tu es très occupée, dit-elle. C'est pour ça que tu n'es jamais venu nous voir. » Robert baissa les yeux sur elle, cet enfant qui portait ses traits et l'appelait papa, et sentit le poids de 5 années d'absence l'écraser. Sarah ne lui avait jamais rien dit, mais lui avait-il donné une raison de croire qu'il s'en serait soucié? Alors que son chauffeur ouvrait la portière, Robert eut la nette sensation que sa vie soigneusement construite était sur le point de changer de manière irrévocable. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était l'homme aux cheveux argentés qui attendait à côté de sa voiture, l'air sombre. « Thomas, qu'est-ce que tu fais là ?» Son directeur financier et plus vieil ami lui tendit un dossier. « Il y a quelque chose que tu dois savoir avant de voir Sarah Wilson. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 5 ans. » Emily grimpa dans la voiture, inconsciente de la tension entre les deux hommes. « De quoi tu parles ?» exigea Robert. Thomas jeta un coup d'œil à Emily, puis de nouveau à Robert. « Je savais pour ta fille, dit-il doucement. Sarah me l'a dit avant de partir. Et je l'ai convaincu de ne pas te le dire. » L'intérieur de la Bentley de Robert semblait suffocant tandis que la confession de Thomas flottait dans l'air. Emily s'était endormie presque immédiatement, épuisée par son aventure, laissant les deux hommes parler à voix basse et tendue. « Tu venais de conclure l'affaire Westridge, » expliqua Thomas, sa voix habituellement assurée maintenant soumise. « Tu m'as dit toi-même que rien ne pouvait interférer avec la trajectoire de l'entreprise. Quand Sarah est venue me voir, elle m'a dit qu'elle était enceinte. » Il s'interrompit, regardant par la fenêtre les rues de Boston qui défilaient. « Alors tu as pris sur toi de gérer la situation ?» La voix de Robert était dangereusement calme. « De décider ce que je devais ou ne devais pas savoir sur mon propre enfant. » Thomas se retourna, son expression durcit. « Tu oublies comment tu étais à l'époque, Robert. Les femmes, les semaines de 70 heures. Tu avais été très clair sur le fait que rien ne se mettrait entre toi et la construction de Kincaid Investment. Bien.
L'accusation piqua parce que Robert en reconnaissait la vérité. Il jeta un coup d'œil à Émilie, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans un sommeil paisible, son visage à lui, détendu dans un sommeil innocent. Sarah a d'abord refusé tout argent, poursuivit Thomas. Elle disait qu'elle préférait se battre plutôt que d'expliquer à son enfant que son père avait payé pour les tenir à l'écart. Je l'ai finalement convaincue d'accepter un arrangement si elle quittait l'entreprise discrètement. Les mains de Robert se serrèrent en poing. Tu l'as payé avec l'argent de l'entreprise. Je l'ai payé avec mon propre argent, le corrigea sèchement Thomas. Et je les ai aidés financièrement depuis, du moins jusqu'à ce que Sarah découvre sa maladie et devienne trop fière pour accepter plus d'aide. La révélation s'abattit sur Robert comme une douche glacée. Thomas, son bras droit, son conseiller le plus fiable, avait mené une double vie pendant des années, soutenant l'enfant dont Robert ignorait l'existence. Depuis combien de temps Sarah est-elle malade, réussit-il à demander. Le diagnostic de cancer est tombé il y a 8 mois. Stade 4 au moment où ils l'ont découvert. Elle s'est battue, né? La voix de Thomas se brisa légèrement. Les traitements ne fonctionnent plus. Robert fixa sa fille endormie, essayant de digérer l'information. En l'espace d'1 heure, il avait découvert qu'il était le père d'une fillette de 5 ans dont la mère était mourante, une mère qu'il avait autrefois connue intimement mais qu'il avait facilement oubliée lorsqu'elle avait disparu de sa vie. Pourquoi Émilie est-elle venue me trouver aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Thomas lui tendit le dossier qu'il tenait. Le testament le plus récent de Sarah. Elle t'a nommé tuteur d'Émilie si quelque chose lui arrivait. La voiture s'arrêta devant l'hôpital général du Massachusetts, l'imposant bâtiment se dressant au-dessus d'eux comme un présage. Je ne lui ai jamais demandé si l'enfant était de moi, réalisa Robert à voix haute, le poids de son indifférence d'il y a 5 ans l'écrasant maintenant. Tu n'en avais pas besoin, répondit Thomas. Le timing rendait impossible que ce soit celui de quelqu'un d'autre. Et regarde-la, Robert. Elle est à toi, à tous égards. Comme si elle sentait qu'il parlait d'elle, Émilie s'agita et ouvrit les yeux. Ses yeux verts familiers, les yeux de sa mère, maintenant hérités par sa fille. On va voir maman maintenant, demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. Robert hocha la tête, incapable de parler. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée de l'hôpital, Émilie prit de nouveau sa main, un geste de confiance qu'il n'avait rien fait pour mériter. Monsieur Kincaid le salua la réceptionniste avec surprise, reconnaissant l'un des principaux donateurs de l'hôpital. Comment puis-je vous aider? Nous sommes ici pour voir Sarah Wilson, répondit Robert. L'expression de la réceptionniste changea subtilement. Laissez-moi appeler le service d'oncologie, dit-elle en attrapant son téléphone. Pendant qu'ils attendaient, Émilie tira sur la manche de Robert. Papa, murmura-t-elle, les mots encore étranges et miraculeux à ses oreilles. Si tu es trop occupé, tu peux partir après que notre heure soit écoulée. Je comprends. Cette simple déclaration, livrée avec l'acceptation sérieuse d'une enfant face à un monde d'adultes qui l'avait laissé tomber, transperça Robert plus profondément que n'importe quel rival commercial n'aurait pu le faire. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au service d'oncologie, un médecin les attendait. Monsieur Kincaid, je suis le docteur Lawson. Nous avons essayé de joindre le contact d'urgence d'Émilie toute la matinée. Son expression était grave. Je crains que l'état de mademoiselle Wilson ne se soit considérablement détérioré pendant la nuit. Vous devriez vous préparer. Et l'enfant? Le service d'oncologie sentait l'antiseptique et le désespoir silencieux. Robert avait visité cette aile de l'hôpital de nombreuses fois en tant que donateur, coupant des rubans et posant pour des photos, mais il ne l'avait jamais vraiment vu jusqu'à présent, parcourant ces couloirs non pas comme un bienfaiteur, mais comme un homme sur le point d'affronter son passé et peut-être son avenir. Le docteur Lawson parla à voix basse alors qu'ils approchaient de la chambre de Sarah. Madame Wilson a demandé à voir Émilie, et vous aussi, bien qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous veniez réellement. Combien de temps lui reste-t-il? Demanda Robert, la question d'homme d'affaires en contradiction avec l'émotion qui menaçait de le submerger. Quelques heures, peut-être moins, répondit le docteur Lawson. Le cancer s'est propagé à son cerveau. Nous la maintenons dans un état confortable, mais... Il jeta un coup d'œil à Émilie, qui marchait un peu en avant avec une infirmière qui lui avait proposé de lui montrer les dessins faits par d'autres enfants. Elle a tenu le coup par pure volonté, je pense. En attendant... Robert hocha la tête, incapable de formuler des mots. Il s'était préparé à toutes les éventualités commerciales, avait des plans de secours pour ses plans de secours, mais rien ne l'avait préparé à cela.
Lorsqu'ils atteignirent la chambre, l'infirmière ramena doucement Émilie aux côtés de Robert. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, ma chérie. Maman est très fatiguée et a beaucoup de tubes pour l'aider, mais elle est si heureuse que tu sois là. » Émilie hocha la tête solennellement. « Je peux lui montrer mes dessins ?»« Bien sûr que tu peux, » dit gentiment l'infirmière, l'aidant à récupérer un papier plié de la poche de sa salopette. Robert hésita sur le seuil. À travers la fenêtre de la porte, il pouvait voir Sarah, ou ce que le cancer avait laissé d'elle. La femme vibrante et vive d'esprit qui avait organisé son emploi du temps chaotique et l'avait parfois fait rire malgré lui était maintenant une silhouette décharnée, noyée dans les draps blancs de l'hôpital, ses cheveux bruns autrefois lustrés réduits à de rares mèches. « Avez-vous besoin d'un moment, monsieur ?» demanda le docteur Lawson. Robert se redressa. « Non, nous avons déjà perdu assez de temps. » Quand ils entrèrent dans la chambre, les yeux de Sarah étaient fermés, sa respiration superficielle. Les appareils émettaient de légers bips, surveillant ce qui restait de sa force vitale. Au son de leur entrée, ses paupières s'entr'ouvrirent, se concentrant d'abord sur Émilie. « Mon bébé » murmura-t-elle, un sourire transformant son visage ravagé. « Tu es revenu. » Émilie se précipita au chevet de sa mère, serrant son dessin. « Regarde maman, je nous ai dessinés à la plage, comme tu l'avais promis pour cet été. » La main fine de Sarah se tendit pour toucher l'image colorée au crayon. « C'est magnifique, Amy. » Son regard se déplaça, trouvant Robert debout maladroitement près de la porte, et le sourire s'effaça pour laisser place au choc. « Robert, tu es vraiment là. » L'utilisation de son prénom, chose qu'elle n'avait jamais faite durant leur relation professionnelle, soulignait à quel point les choses avaient changé. Il s'approcha du lit, se sentant comme un intrus dans cet espace sacré entre une mère et sa fille. « Bonjour Sarah, dit-il doucement. Émilie m'a trouvé. Elle est plutôt débrouillarde. » Une larme coula sur la joue creuse de Sarah. « J'allais te le dire aujourd'hui, en fait. J'avais préparé une lettre. » Sa voix, à peine un murmure, se brisa d'émotion. « Je n'ai jamais voulu te la cacher. C'est juste devenu de plus en plus difficile à expliquer avec le temps. » Robert jeta un coup d'œil à Thomas, qui se tenait silencieusement dans un coin, puis de nouveau à Sarah. « Je comprends. Et je suis là maintenant. » Émilie, perspicace malgré son jeune âge, regarda de l'un à l'autre. « Maman, j'ai acheté papa pour 1 heure avec mes économies. Et l'argent de Madame Jenkins. Il vient à la plage avec nous quand tu iras mieux. » La déclaration innocente flotta dans l'air comme une bulle de savon fragile. Les yeux de Sarah rencontrèrent ceux de Robert. Toute une vie de mots non dits passa entre eux. « Hein, ma chérie, dit doucement Sarah. Peux-tu montrer tes autres dessins à la gentille infirmière? Maman doit parler à ton papa pendant 1 minute. » Une fois Émilie guidée vers une petite table dans le coin de la pièce, Sarah se tourna vers Robert, son expression urgente malgré sa faiblesse. « Je ne t'ai pas nommé dans le testament pour te piéger, murmura-t-elle. Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée de la voir dans le système. Si tu ne veux pas d'elle, ma sœur à Chicago? » « Arrête, » l'interrompit Robert, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Il approcha une chaise de son lit, s'assit et se pencha. « Émilie est ma fille. Je prendrai soin d'elle. » Sarah étudia son visage avec l'intensité qu'elle utilisait autrefois pour déterminer s'il écoutait vraiment son emploi du temps. « Tu ne connais rien à l'éducation d'un enfant, Robert. Ta vie n'est pas faite pour ça. »« Alors je changerai ma vie, » répondit-il simplement. Une ombre de l'ancienne Sarah, vive et sceptique, apparut dans ses yeux. « Juste comme ça? L'homme qui a annulé un rendez-vous avec moi parce que des papiers d'acquisition sont arrivés 15 minutes avant notre départ ?» Le souvenir le frappa comme un coup. Il l'avait emmené dîner une fois, il y a 5 ans et toute une vie, un rare moment de faiblesse qui avait conduit à une seule nuit ensemble. Une nuit qu'il avait rapidement compartimentée et oubliée dans la précipitation de la plus grosse affaire de sa carrière. Avant qu'il ne puisse répondre, l'expression de Sarah s'adoucit. « Je suis désolé, ce n'est pas juste. Tu ne savais pas. » Sa respiration devint plus laborieuse. « Mais tu dois comprendre quelque chose. Émilie croit au conte de fées. Elle pense que son papa va débarquer et tout arranger. Si tu comptes faire partie de sa vie, tu ne peux pas être le père qui passe quand ça l'arrange. Elle mérite mieux que ça. » Robert tendit la main avec hésitation, prenant la main frêle de Sarah dans la sienne. « Je te le promets, Sarah. Je serai le père dont elle a besoin. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Robert. Pas à elle. » Comme si elle était appelée par la détresse de sa mère,
Émilie revint au chevet, grimpant prudemment sur le bord du lit. Le visage de Sarah se transforma à nouveau, l'amour surpassant la douleur. « Maman, ne pleure pas », dit Émilie en tapotant la joue de sa mère de sa petite main. « Papa est là maintenant. Tout va bien se passer. » Sarah serra sa fille contre elle, lui déposant un baiser sur le front. Par-dessus la tête de l'enfant, ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Robert, remplis d'un plaidoyer féroce et désespéré. Le docteur Lawson apparut à la porte, l'air grave. « Madame Wilson, il est temps pour vos médicaments. » Alors que le médecin approchait avec une seringue, Sarah garda son regard fixé sur celui de Robert, articulant des mots que lui seul pouvait voir, « Prouve-moi que j'ai tort. » Les 36 heures suivantes passèrent dans un brouillard pour Robert. Il annula des réunions, délégua les affaires urgentes à Thomas et resta à l'hôpital, observant le fil ténu de la vie de Sarah s'amincir de plus en plus. Émilie resta aussi, dormant sur un lit de camp que les infirmières avaient apporté, dessinant des images d'avenir incroyablement heureux, des bonshommes allumettes se tenant la main sur des plages ensoleillées, devant d'immenses arbres de Noël, faisant des montagnes russes. Chaque image aux couleurs vives était comme un couteau dans le cœur de Robert, des fenêtres sur les fantasmes d'enfance qu'il n'avait jamais su qu'elle nourrissait. Des fantasmes d'une famille complète, d'un père qui avait été là depuis le début. Elle dessine ça depuis des années, lui dit Sarah lors d'un rare moment de lucidité, les puissants analgésiques ayant temporairement éclairci son esprit. Je lui ai dit que tu étais un homme d'affaires très important, qui sauvait le monde grâce à son travail. Tu m'as fait paraître bien meilleur que je ne le suis. Le rire de Sarah se transforma en une toux douloureuse. Que étais-je censé dire ? Que ton père ne sait pas que tu existes parce que j'étais trop fier et qu'il était trop égocentrique. Son expression s'adoucit. Les enfants ont besoin de héros, Robert. Je lui en ai donné un, même si c'était une fiction. Dans le couloir, Robert avait de nouveau croisé le docteur Lawson. Nous la maintenons dans un état confortable. Mais ses organes lâchent, expliqua doucement le médecin. Il est temps de faire vos adieux. Maintenant, alors que l'aube se levait sur le deuxième jour, Robert était assis près du lit de Sarah pendant qu'Émilie dormait encore sur le lit de camp. La respiration de Sarah était devenue plus laborieuse pendant la nuit, ses périodes de conscience plus brèves et plus confuses. « Robert », murmura-t-elle, ses yeux s'ouvrant brusquement, le sortant de ses pensées. « Tu es toujours là. » Il se pencha plus près. « Je t'ai dit que je le serais. » Ses lèvres gercées formèrent un faible sourire. Une première. Elle lui fit un signe faible pour avoir de l'eau, et il lui tendit la paille. Émilie a une routine. Son école, son éléphant en peluche. Elle ne peut pas dormir sans. Madame Jenkins aide, mais elle devient trop vieille pour la garde d'enfants. Sarah, l'interrompit doucement Robert, nous pourrons parler de ça plus tard, quand tu seras plus forte. Elle secoua la tête, une lueur de l'ancienne détermination dans ses yeux. Plus de plus tard pour moi. Écoute. Émilie a besoin de stabilité. Pas de nounou et d'internat, pas de ta tour de 60 étages sans autres enfants. Elle a besoin d'un foyer. Robert voulut protester, lui dire qu'elle se rétablirait, qu'ils auraient le temps de régler ça ensemble, mais le mensonge mourut sur ses lèvres. À la place, il dit « Je ne sais pas comment être un père, Sarah. » « Personne ne le sait au début, répondit-elle, sa voix s'éteignant. « Tu apprends. Tu es présent. Tu fais passer quelqu'un d'autre en premier. » Ses doigts se resserrèrent faiblement autour des siens. « Il y a une lettre dans mon appartement, sur ma table de chevet. Des instructions. L'emploi du temps d'Émilie, ses plats préférés, les noms de ses peluches. » Une larme coula sur sa joue creuse. Je l'écris depuis des mois, ajoutant des choses chaque fois que je me souvenais de quelque chose d'important à son sujet. La réalité de ce qui se passait, le fait que Sarah se préparait à sa mort, se préparait à confier leur fille à un homme qui ignorait son existence 2 jours auparavant, frappa Robert avec une force écrasante. « Je la trouverai, promit-il. Je la suivrai à la lettre. » Les yeux de Sarah se portèrent sur l'endroit où Émilie dormait. Elle aime ses sandwichs coupés en triangle, pas en carré. Elle a peur du noir, elle a besoin de la veilleuse bleue. Son histoire préférée est celle de la princesse qui se sauve elle-même. Ses mots devenaient plus urgents, comme si elle essayait de télécharger 5 ans de maternité dans ses derniers instants. Elle est allergique aux fraises. Pas mortellement, mais elle a de l'urticaire. Elle a besoin que quelqu'un vérifie ses devoirs. Elle se dépêche en maths parce qu'elle trouve ça ennuyeux, même si elle est douée. « Sarah, dit Robert, la gorge nouée, je prendrai soin d'elle. Je le jure. » Elle hocha légèrement la tête, ses paupières s'alourdissant.
Une dernière chose, murmura-t-elle, la plus importante. Elle lui fit signe de s'approcher jusqu'à ce que son oreille soit près de ses lèvres. Aime-la plus que ton empire. Si tu ne peux pas faire ça, laisse ma sœur la prendre. Avant que Robert ne puisse répondre, Émilie s'agita sur son lit, se redressant et se frottant les yeux. Maman, papa, appela-t-elle d'une voix ensommeillée. Le visage de Sarah se transforma, l'amour surpassant la douleur une dernière fois. Viens ici, ma douce. Émilie s'approcha et grimpa prudemment sur le lit, se blottissant contre sa mère. Le bras de Sarah l'enveloppa avec une force surprenante. Émilie, murmura-t-elle, maman doit te dire quelque chose de très important. Robert commença à se lever pour leur laisser de l'intimité, mais le regard de Sarah le cloua sur place. Parfois, continua Sarah en caressant les cheveux d'Émilie, les gens que nous aimons doivent partir pour un moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de nous aimer. Émilie leva les yeux, son petit visage solennel. C'est à propos du paradis ? Madame Jenkins m'a parlé du paradis. Sarah hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Oui, mon bébé. Maman doit bientôt aller au paradis, mais je veillerai toujours sur toi. Et ton papa ? Ses yeux se tournèrent vers Robert. Ton papa va prendre soin de toi maintenant. La lèvre inférieure d'Émilie trembla. Mais tu avais promis qu'on irait à la plage cet été. Je sais, ma chérie. La voix de Sarah se brisa. Papa devra emmener pour moi. Robert sentit ses propres yeux le brûler en regardant cet échange, cet adieu impossible qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir à vivre. Il s'approcha, posant sa main sur la petite épaule d'Émilie. Nous irons à la plage que tu voudras, promit-il doucement. Et nous construirons le plus grand château de sable en l'honneur de ta maman. Émilie leva les yeux vers lui, ses yeux à lui, remplis de larmes. Promesse de petit doigt ? Robert croisa son petit doigt avec le sien, le geste enfantin semblant étrangement solennel. Promesse de petit doigt. Sarah regarda cet échange, une sorte de paix s'installant sur ses traits. Robert, murmura-t-elle, l'album photo sur ma table de chevet. Fais en sorte qu'elle se souvienne. Une infirmière apparut à la porte, son expression douce mais urgente. Les constantes de Madame Wilson chutent. Nous devons ajuster ses médicaments. Alors que l'équipe médicale entrait, Robert souleva doucement Émilie du lit. Elle se débattit contre lui, tendant la main vers sa mère. Non, je veux rester avec maman. Amy, appela Sarah, sa voix étonnamment forte pour un instant. Sois sage pour ton papa. Souviens-toi que maman t'aime jusqu'à la lune et retour, pour toujours. Et je t'aime jusqu'aux étoiles et au-delà, pour l'éternité, répondit Émilie, leur échange habituel faisant couler de nouvelles larmes sur les joues de Sarah. Les moniteurs à côté du lit commencèrent à biper plus insistamment. Le docteur Lawson entra, évaluant la situation d'un coup d'œil. Monsieur Kincaid, dit-il doucement, vous devriez peut-être emmener Émilie prendre un petit déjeuner. Robert comprit ce qui n'était pas dit. Il serra Émilie plus fort alors qu'elle continuait à tendre les bras vers sa mère. Nous revenons très bientôt, promit-il, ne sachant pas si c'était un mensonge. Les yeux de Sarah croisèrent les siens une dernière fois alors qu'il emportait leur fille hors de la pièce. Dans ce regard, il y avait tout ce qui n'avait pas été dit entre eux, le regret, le pardon, et un dernier plaidoyer désespéré pour protéger la seule chose parfaite qu'ils avaient créée ensemble. Alors que la porte se refermait derrière eux, Émilie enfouit son visage contre le cou de Robert, son petit corps secoué de sanglots. À cet instant, Robert Kincaid, qui avait négocié des accords de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, se sentit totalement impuissant face au chagrin de sa fille. Et quelque part au fond de lui, au-delà des murs qu'il avait érigés autour de son cœur, quelque chose de longtemps endormi commença à se fissurer. L'appel arriva 3 heures plus tard. Robert et Émilie étaient à la cafétéria de l'hôpital, Émilie picorant sans conviction une assiette de pancakes en forme de Mickey Mouse, quand le téléphone de Robert vibra. Un seul regard au nom du docteur Lawson sur l'écran lui dit tout. « Je dois prendre cet appel », dit-il doucement à Émilie. « Reste ici, où je peux te voir, d'accord ?» Elle hocha la tête, étalant le sirop sur son assiette avec une fourchette. Robert s'éloigna juste assez pour parler en privé. Monsieur Kincaid, la voix du docteur Lawson était douce, empreinte d'une compassion habituée. « Je suis vraiment désolé. Madame Wilson est décédée paisiblement il y a environ 10 minutes. » Bien qu'il s'y attendait, la finalité de la nouvelle le frappa encore comme un coup. Sarah était partie. La mère de son enfant, une femme qu'il avait à peine connue malgré leur lien profond, était partie pour toujours.
Merci, docteur, réussit-il à dire. Pour tout ce que vous avez fait pour elle. C'était une femme remarquable, répondit le docteur Lawson. Dans ces derniers moments, elle m'a demandé de vous rappeler pour une lettre. Je la trouverai, l'assura Robert, son regard fixé sur Émilie, qui arrangeait maintenant soigneusement ses fruits en un visage souriant, ignorant que son monde venait de changer de manière irrévocable. Après avoir raccroché, Robert resta figé, le bruit de la cafétéria s'estompant en un bourdonnement lointain. Comment annoncer à une enfant de 5 ans que sa mère ne reviendrait jamais? Sa propre mère était morte quand il avait 12 ans, assez vieux pour comprendre la mort, assez jeune pour que cela détruise à jamais son sentiment de sécurité. Son père lui avait annoncé la nouvelle avec un stoïcisme pincé, puis s'était réfugié dans le travail, laissant Robert naviguer seul dans son chagrin. Il ne ferait pas ça à Émilie. Robert retourna à la table et s'assit à côté d'elle plutôt qu'en face. « Émilie » commença-t-il d'une voix douce. Elle leva les yeux vers lui, et il vit dans son regard qu'elle savait déjà. Les enfants le savent souvent, réalisa-t-il, ils sentent les changements sismiques que les adultes essaient d'amortir. « Maman est allée au paradis, n'est-ce pas ?» demanda doucement Émilie. Robert hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. La lèvre inférieure d'Émilie trembla, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans sa poche et en sortit un cœur en papier plié, le lui tendant. « Maman m'a aidé à faire ça la semaine dernière. Elle a dit que quand elle irait au paradis, je devrais te le donner. » Robert déplia le cœur en papier avec des doigts tremblants. À l'intérieur, de l'écriture soignée de Sarah, étaient inscrits les mots « Elle a plus besoin de toi que ton entreprise ». Quelque chose se brisa en Robert. Un barrage dont il ignorait l'existence céda, et pour la première fois depuis les funérailles de sa propre mère, des larmes remplirent ses yeux. Émilie le regarda avec curiosité. « Tu es triste, papa ?» « Oui, » admit-il, sans prendre la peine d'essuyer la larme qui s'échappait. « Je suis triste que ta maman soit partie, et je suis triste de ne pas l'avoir mieux connue, ni toi. » Émilie réfléchit à cela, puis rapprocha sa chaise. « Maman a dit que tu sauvais le monde avec des affaires importantes. C'est pour ça que tu ne pouvais pas venir. » L'acceptation de cette fiction par l'enfant, ce gentil mensonge que Sarah avait raconté pour protéger à la fois Émilie et l'image de Robert, était plus douloureuse que n'importe quelle accusation n'aurait pu l'être. « Émilie, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. « Parfois, les adultes font des erreurs. De grosses erreurs. J'aurais dû faire partie de ta vie depuis le début, et je ne l'ai pas été. Et j'en suis vraiment, vraiment désolé. » Elle l'étudia de ses yeux vert perçants. « Mais tu es là maintenant. Tu as tenu notre marché. » Notre marché. Les $100 qu'elle avait économisés pour acheter une heure de son temps, une heure qui s'était étendue sur des jours et qui s'étendrait maintenant sur toute une vie de responsabilité. « Oui, » dit-il doucement, « et je ne vais nulle part. » Après avoir pris les dispositions nécessaires à l'hôpital, Robert se retrouva face à un autre défi. Emmener Émilie dans la seule maison qu'elle ait jamais connue pour récupérer ses affaires et trouver la lettre de Sarah. L'appartement de Sarah était à Cambridge, un modeste 3 pièces dans un immeuble bien entretenu mais résolument de classe moyenne, le genre d'endroit où Robert n'avait pas mis les pieds depuis des décennies. Émilie monta les escaliers en tête, sortant une clé d'une petite poche cousue à l'intérieur de son sac à dos. « Maman a dit que je ne devais l'utiliser qu'en cas d'urgence, » expliqua-t-elle sérieusement en se débattant avec la serrure. « Mais je pense que ça compte. » L'appartement était exactement ce que Robert aurait attendu de Sarah. Pratique, ordonné et chaleureux. Des bibliothèques bordaient les murs du salon, des photos de famille couvraient le réfrigérateur, et les œuvres d'Émilie étaient fièrement exposées sur un tableau de liège dédié. « Ma chambre est par là, » annonça Émilie, le conduisant dans un court couloir. « Tu peux voir mes peluches. » Robert la suivit, notant l'économie soignée de l'espace. Sarah avait clairement tiré le meilleur parti de chaque dollar pour créer un foyer aimant. Le contraste avec son propre pentouse palatiale était saisissant et un bling. La chambre d'Émilie était une explosion de couleurs, murs violets ornés d'étoiles phosphorescentes, un petit lit avec une courte pointe faite à la main et des étagères bondées de livres et de jouets. Une collection de peluches était disposée sur son lit avec un soin évident. « Voici Ellie », dit Émilie en prenant un éléphant bien aimé avec une oreille légèrement plus usée que l'autre. « Elle m'aide à dormir. » Elle présenta chaque peluche avec une cérémonie solennelle, et Robert écouta attentivement, sachant que ces détails comptaient. « Émilie, » dit-il doucement quand elle eut fini, « je dois chercher quelque chose dans la chambre de ta mère. Ça va si tu joues ici quelques minutes ? »
Elle hocha la tête, s'installant déjà dans ce qui semblait être un jeu familier avec ses compagnons en peluche. Robert se dirigea vers la chambre de Sarah, se sentant comme un intrus dans cet espace privé. La chambre de Sarah était aussi pratique que le reste de l'appartement, à une exception notable près. Le mur au-dessus de son lit était couvert de photos d'Emily, nouveau-née, faisant ses premiers pas, son premier jour de maternelle, soufflant ses bougies d'anniversaire. Une chronique visuelle de tous les moments que Robert avait manqués. Il s'assit lourdement sur le bord de son lit, le poids de son absence s'abattant sur lui. 5 ans de la vie d'Emily, envolés. Des moments qu'il ne vivrait jamais, des étapes qu'il ne verrait jamais. Se souvenant de son objectif, Robert ouvrit le tiroir de la table de chevet. À l'intérieur, il trouva une épaisse enveloppe avec son nom écrit dessus de la main de Sarah, et à côté, un album photo en cuir usé. La lettre faisait plusieurs pages, écrite de la graphie soignée et efficace de Sarah. Elle commençait simplement « Robert, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que tu as accepté la responsabilité de notre fille. D'abord, merci. Ensuite, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. La fierté est une terrible raison pour priver un père de son enfant, mais la peur est encore pire. J'avais peur que tu la rejettes complètement ou que tu tentes de me la prendre. Aucune de ces options ne me semblait supportable. » Robert continua à lire, les larmes brouillant sa vision alors que Sarah détaillait la routine d'Emily, ses préférences, ses peurs et ses joies. La lettre était exhaustive. La tentative d'une mère de transférer 5 ans de connaissances intimes à un père absent. Elle était aussi profondément personnelle, la voix de Sarah transparaissant clairement. Elle est têtue, comme nous deux. Quand elle se met quelque chose en tête, prépare-toi au combat, mais choisis judicieusement ses batailles. Elle a besoin de limites fermes, posées avec gentillesse. Elle réagit à la raison, pas à l'autorité pour l'autorité. Page après page de conseils, culminant dans une section qui fit trembler les mains de Robert. Je ne sais pas quel genre de père tu seras, Robert. L'homme que j'ai connu il y a 5 ans était brillant, ambitieux, parfois gentil, mais finalement égocentrique. Tu m'as dit un jour que rien ne passerait jamais avant qu'un quai d'investissement. J'espère, pour le bien d'Emily, que tu as changé ou qu'elle pourra t'aider à changer. Car voici la vérité sur la parentalité, elle te brisera de l'intérieur si tu la laisses faire. Elle exigera tout et te rendra une joie incommensurable. Ce n'est pas un engagement à temps partiel ou quelque chose que tu peux déléguer. Emily n'a pas besoin de ton argent ou de tes relations. Elle a besoin de toi, de ton temps, de ton attention, de ton amour. Si tu peux lui donner ces choses, tu découvriras ce que j'ai découvert, que tout le succès du monde ne signifie rien comparé à l'amour de cet enfant extraordinaire. Elle est le meilleur de nous deux, Robert. Ne la laisse pas grandir en croyant que les affaires comptent plus qu'elle. Ne la laisse pas devenir un dommage collatéral de l'ambition, comme nous l'avons tous les deux été avec nos propres pères. La lettre se terminait par un post-scriptum qui coupa le souffle à Robert. PS, regarde dans l'album photo. Il y a quelque chose que tu devrais voir. Robert posa la lettre, les mains tremblantes, et attrapa l'album. Les premières pages étaient remplies de photos d'une Sarah enceinte, le visage rayonnant malgré sa solitude. Puis vint la naissance d'Emily, minuscule et rouge à l'hôpital. Mais c'est la photo de la 3e page qui lui arrêta le cœur. Sarah, dans un lit d'hôpital, épuisée mais radieuse, tenant Emily nouveau-née. Et à côté du lit se tenait Thomas, le plus proche ami et directeur financier de Robert. Son expression était un mélange complexe de joie et de tristesse. Thomas avait été là pour la naissance d'Emily, alors que Robert n'était même pas au courant de son existence. La prise de conscience fut comme de l'eau glacée dans ses veines. Il tourna les pages, voyant Thomas apparaître sur des photos tout au long de la vie d'Emily. À sa première fête d'anniversaire, lui apprenant à faire du tricycle, lui lisant une histoire sur un banc de parc, jouant le rôle qui aurait dû être celui de Robert. La dernière photo semblait dater d'un matin de Noël, quelques mois auparavant seulement. Emily ouvrait un cadeau, le visage illuminé de joie. Sarah était assise à proximité, visiblement plus mince, son sourire forcé mais sincère. Et Thomas était là encore, regardant Emily avec une affection indubitable. À l'intérieur de la couverture arrière de l'album, Sarah avait écrit « Il a pris le relais quand tu n'étais pas là. Souviens-toi de ça avant de nous juger trop durement, l'un comme l'autre. » Robert ferma l'album, l'esprit en ébullition. Son plus vieil ami avait gardé ce secret pendant des années tout en devenant un père de substitution pour sa fille. La trahison le piqua vivement, mais en dessous se trouvait une vérité plus inconfortable. Thomas avait fait ce que Robert n'aurait probablement pas été capable de faire il y a 5 ans. « Papa ?»
La voix d'Émilie venait de l'embrasure de la porte. « Tu pleures ?» Robert leva les yeux et vit sa fille le regarder, Ellie l'éléphant serré contre sa poitrine. Il ne prit pas la peine de cacher les larmes sur son visage. « Oui, Amil. Parfois, les adultes pleurent aussi. » Émilie hocha la tête solennellement, puis traversa la pièce et grimpa sur le lit à côté de lui. Avec la sagesse innocente des enfants, elle lui tapota la main. « Maman a dit que c'est normal d'être triste quand on a mal au cœur. J'ai mal au cœur aussi. » Robert passa doucement son bras autour de ses petites épaules. Cet enfant qui était à la fois une étrangère et la personne la plus importante de son monde. « Moi aussi, Émilie. Mais on va s'entraider, d'accord ?» Elle s'appuya contre lui, un geste de confiance qu'il n'avait pas mérité mais qu'il voulait désespérément mériter. « Maman a dit que tu as une très grande maison. Tu as de la place pour Ellie et tous mes amis ?» Elle désigna sa collection de peluches. « J'ai de la place pour eux tous, » l'assura Robert. « Et on fera en sorte que ça ressemble à une maison. Je te le promets. » Émilie réfléchit à cela, puis leva les yeux vers lui avec ses yeux verts scrutateurs. « Mais qui s'occupera de moi quand tu sauveras le monde avec tes affaires ?» La question, si innocente et pourtant si perçante, frappa Robert en plein cœur. En une seule phrase, sa fille de 5 ans avait touché le cœur du défi qui l'attendait. Comment concilier l'ambition dévorante qui avait défini sa vie avec les besoins d'un enfant qui venait de perdre sa mère? En regardant le visage confiant d'Émilie, Robert Kincaid, qui avait bâti un empire grâce à des risques calculés et des sacrifices stratégiques, prit la première décision véritablement altruiste de sa vie d'adulte. « Émilie, » dit-il, sa voix ferme malgré l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à promettre, « à partir de maintenant, m'occuper de toi est l'affaire la plus importante que j'ai. » Le Penthouse de la tour Kincaid avait toujours semblé être la déclaration parfaite du succès de Robert, minimaliste, élégant et totalement impersonnel. Maintenant, alors qu'il guidait Émilie à travers le salon épuré avec ses vues panoramiques sur le port de Boston, il le voyait avec de nouveaux yeux, froids, inhospitaliers et complètement inadaptés à un enfant. « Où sont toutes tes affaires ?» demanda Émilie, serrant Ellie l'éléphant alors qu'elle examinait les meubles blancs austères et les tables en verre. « Que veux-tu dire ?» demanda Robert, posant sa petite valise remplie de vêtements et le sac de sport contenant ses biens les plus précieux. « Tes photos, tes livres et tes jouets » expliqua-t-elle comme si c'était évident. Maman disait que les maisons ont besoin de choses du cœur, pas seulement de meubles. Robert jeta un coup d'œil à l'espace qui avait figuré dans les magazines d'architecture mais qui n'avait jamais semblé être plus qu'un endroit où dormir entre 2 journées de travail. « Je suppose que je n'ai pas beaucoup de choses du cœur. » Émilie hocha la tête solennellement. « On peut en faire. Je suis douée pour le dessin. » Une boule se forma dans la gorge de Robert. Il y a 3 jours, sa plus grande préoccupation était une fusion. Maintenant, il était responsable de cette petite personne qui voyait le monde avec une telle clarté. La première nuit fut un désastre. Malgré le fait d'avoir apporté la literie et les peluches familières d'Émilie dans la chambre d'amis, elle ne parvenait pas à dormir dans cet environnement étrange. Robert la trouva assise près des fenêtres du sol au plafond à minuit, des larmes coulant sur son visage. « Les étoiles sont différentes ici, » murmura-t-elle quand il s'agenouilla à côté d'elle. Maman et moi avions des étoiles spéciales à qui nous disions bonne nuit. Robert, épuisé par le poids émotionnel des derniers jours et faisant face à une réunion matinale avec des investisseurs internationaux, sentit une pointe de frustration. Mais en regardant le visage strié de larmes d'Émilie, il se souvint de la lettre de Sarah, « Elle a besoin de toi, de ton temps, de ton attention. » Alors, au lieu d'insister pour qu'elle retourne au lit, il s'assit à côté d'elle sur le sol. « Parle-moi de tes étoiles spéciales. » Émilie pointa le ciel, décrivant la constellation qu'elle et Sarah avaient inventée, l'éléphant inspiré par Ellie. Robert ne la voyait pas, mais il hocha la tête, la laissant parler jusqu'à ce que ses paupières s'alourdissent. Quand elle s'endormit enfin contre son épaule, il la porta dans son propre lit, où elle se recroquevilla comme une petite virgule et dormit jusqu'au matin. Les jours suivants furent un cours intensif de parentalité qu'aucune école de commerce n'aurait pu lui enseigner. La précision militaire avec laquelle Robert dirigeait son entreprise se dissolvait face aux besoins imprévisibles d'une enfant de 5 ans. Les repas devinrent des négociations, l'heure du coucher un rituel élaboré, et le simple fait de s'habiller pour l'école une production de 30 minutes. Le 4e matin, Diane arriva au Penthouse comme convenu, armée d'une pile de documents nécessitant l'attention immédiate de Robert avant la réunion du conseil.
Les investisseurs de Shanghai s'impatientent, rapporte ATL, observant le chaos du salon maintenant jonché de jouets, de dessins et des restes d'un petit déjeuner à moitié mangé. Et l'équipe d'acquisition Morgan a demandé un appel à midi. Robert hocha la tête d'un air distrait, essayant de convaincre Émilie de mettre ses chaussures tout en examinant les projections trimestrielles. « Je serai là pour 9 heures. » Demande à Thomas de préparer l'équipe Asie. « Non, » déclara soudainement Émilie, jetant sa chaussure à travers la pièce. « Je ne veux pas aller dans une nouvelle école. Je veux mon ancienne école, avec Mademoiselle Patterson et mes amis. » Les sourcils de Diane se haussèrent légèrement, peu habituée à voir son patron déstabilisé par qui que ce soit, encore moins par quelqu'un mesurant à peine 1 mètre. « Émilie, » commença Robert, sa patience s'effritant. « Nous en avons parlé. Ton ancienne école est trop loin de là où nous vivons maintenant. Alors allons vivre là où maman et moi vivions. » La lèvre inférieure d'Émilie trembla dangereusement. « Je déteste cet endroit. Il n'y a pas de place pour les amis d'Élie, la salle de bain fait peur et tout est blanc. » Robert regarda sa montre. 8h15, le conseil d'administration devait être en train de se réunir, attendant qu'il présente la stratégie d'expansion en Asie qu'il défendait depuis des mois. Diane s'éclaircit la gorge. « Monsieur Kincaid, le conseil ? Dites-leur que je serai en retard, » interrompit Robert, surprenant à la fois Diane et lui-même, et reporter l'appel Morgan. Après le départ de Diane, visiblement déconcerté, Robert s'assit par terre à côté de sa fille bouleversée. « Émilie, je sais que tout semble différent et effrayant en ce moment. Je ressens ça aussi, parfois. » Elle leva les yeux, surprise. « Vraiment ? Mais tu es un adulte. » « Les adultes ont peur aussi, » admit, surtout quand les choses changent soudainement. Émilie réfléchit à cela, caressant distraitement l'oreille usée d'Élie. Maman disait que le changement, c'est comme avoir un nouveau livre. C'est déroutant au début, mais ça s'améliore quand on apprend l'histoire. La sagesse simple prit Robert au dépourvu. Ta maman était très intelligente. Elle disait que je suis intelligente comme elle, mais têtue comme toi, répondit Émilie, un fantôme de sourire apparaissant. Robert rit malgré lui. Elle avait raison sur ce point. Il hésita, puis prit une décision impulsive. Et si on n'allait ni à l'école ni au travail aujourd'hui ? À la place, on pourrait rendre cet endroit plus accueillant pour toi. Peut-être trouver des places pour les amis d'Élie et ajouter un peu de couleur. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Tu manquerais ta réunion importante ? Maman disait que tu ne manques jamais de réunion. Les mots piquèrent par leur vérité. J'apprends de nouvelles priorités, dit-il simplement. Quand Robert arriva finalement à la tour Kincaid cet après-midi-là, la réunion du conseil s'était déroulée sans lui, une absence sans précédent qui avait déclenché des spéculations dans toute l'entreprise. En sortant de l'ascenseur, Thomas l'attendait, son expression indéchiffrable. « Salle de conférence » dit son directeur financier sans préambule. « Le conseil veut te parler. Maintenant. » Robert ajusta sa cravate, la même qu'il portait la veille. Une autre première. À propos de la stratégie asiatique. Le regard de Thomas était fixe. À propos de ton avenir dans l'entreprise. La salle de conférence devint silencieuse lorsque Robert entra. 8 membres du conseil étaient assis autour de la table. Une semaine auparavant, une petite fille avait interrompu sa vie soigneusement orchestrée. Maintenant, ces mêmes dirigeants le regardaient avec des expressions allant de l'inquiétude à l'opportunisme à peine déguisé. Victor Hargrove, le membre le plus âgé du conseil et le mentor occasionnel de Robert, prit la parole en premier. « Robert, nous avons été patients. Nous avons compris la nature urgente de la situation, mais cela fait 5 jours, et Kincaid Investment ne peut pas fonctionner avec un PDG absent. » Robert prit sa place habituelle à la tête de la table. « Je ne suis pas absent. J'ai été en contact quotidien avec tous les chefs de département. » « Le contact n'est pas le leadership, » rétorqua Janet Meyer, chef du comité de rémunération. « L'équipe de Shanghai menace de se retirer s'ils n'ont pas un entretien en face à face avec vous. L'acquisition de Morgan est au point mort. Et maintenant, nous entendons dire que vous amenez un enfant au bureau. » Robert se raidit. Les nouvelles voyageaient vite. Il avait en effet amené Émilie à la tour Kincaid cet après-midi-là, l'installant dans son bureau privé avec des livres de coloriage pendant qu'il assistait à cette réunion. « Ma fille, » corrigea-t-il, le mot encore nouveau sur sa langue, « avait besoin d'être avec moi aujourd'hui. Sa nounou ne commence que lundi. » Une vague de murmures parcourut la table. Victor se pencha en avant. « Robert,
Personne ne remet en question ton dévouement à cette entreprise. Tu l'as bâtie à partir de rien. Mais cette situation domestique soudaine nécessite une solution qui ne compromet pas ce pourquoi nous avons tous travaillé. Robert sentit une colère familière monter. Une solution? Ma situation domestique, comme vous dites, est ma fille de 5 ans qui vient de perdre sa mère. Ce n'est pas un problème à résoudre ou à déléguer. Personne ne suggère cela, intervint Thomas en douceur depuis son poste à l'autre bout de la table. Mais il y a des considérations pratiques. Peut-être un congé pendant que vous organisez les choses. La suggestion flotta dans l'air comme un gant jeté. Un congé mettrait effectivement Robert sur la touche, potentiellement de manière permanente. Dans le monde impitoyable de la banque d'investissement, l'absence ne rendait pas le cœur plus aimant. Elle créait un vide que d'autres se précipitaient pour combler. Ce ne sera pas nécessaire, répondit Robert, sa voix se refroidissant à la température qu'il réservait aux négociations hostiles. J'ai pris des dispositions qui me permettront de remplir à la fois mes responsabilités ici et envers ma fille. C'était en partie un bluff. La nounou qu'il avait engagée était fortement recommandée, mais la femme avait été claire lors de l'entretien qu'elle était une employée, pas une mère de substitution. Les enfants ont besoin de la présence de leurs parents, Monsieur Kincaid, avait-elle dit fermement, surtout les enfants qui vivent un deuil. La réunion du conseil se termina par une trêve difficile, Robert promettant d'être plus visiblement engagé dans l'accord de Shanghai et d'appeler personnellement l'équipe Morgan ce soir-là. Alors que les membres du conseil sortaient, Thomas s'attarda un moment. Robert. Quand ils furent seuls, le masque professionnel de Thomas tomba. Comment va-t-elle? Émilie? L'inquiétude sincère dans sa voix rappela à Robert les photos dans l'album de Sarah. Thomas aux fêtes d'anniversaire d'Émilie. Thomas lui apprenant à faire du vélo. Elle a du mal, admit Robert. Tout est nouveau et étrange. Sarah et sa maison lui manquent. Thomas hocha la tête. Le Penthouse n'est pas exactement adapté aux enfants. Nous y travaillons. Robert hésita, puis posa la question qui le brûlait depuis qu'il avait vu ces photos. Depuis combien de temps fais-tu partie de sa vie? Thomas, son directeur financier, soutint son regard. Depuis avant sa naissance. J'ai conduit Sarah à l'hôpital quand elle a commencé le travail. J'étais là quand Émilie a fait ses premiers pas. Chaque mot était comme un coup. Et pourtant, tu n'as jamais pensé à me dire que j'avais une fille. Je respectais les souhaits de Sarah, répondit Thomas. Et franchement, je n'étais pas sûr que tu sois prêt à être le père qu'Émilie méritait. Son expression s'adoucit. Sarah m'a fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, je m'assurerais qu'Émilie aille bien. J'ai l'intention de tenir cette promesse, que tu l'approuves ou non. Avant que Robert ne puisse répondre, son téléphone sonna. La nouvelle école d'Émilie. La voix apologétique du directeur l'informa qu'il y avait eu un incident pendant la récréation. Et pouvait-il venir tout de suite? 20 minutes plus tard, Robert trouva Émilie assise avec défi dans le bureau du directeur, un garçon avec un mouchoir sur son nez en sang assis en face d'elle. Elle m'a frappé sans raison, protesta le garçon alors que sa mère s'agitait autour de lui. Ce n'est pas vrai. Les yeux d'Émilie brillèrent d'un feu familier. Il a dit que mon papa ne voulait pas de moi, parce que s'il voulait de moi, il aurait été là avant que maman meure. Robert sentit les mots comme un coup physique. Il s'agenouilla devant Émilie, prenant doucement ses petites mains dans les siennes. Émilie, on ne frappe pas les gens, même quand ils disent des choses blessantes. Mais il avait tort, insista-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Tu veux de moi, n'est-ce pas? L'incertitude dans sa voix brisa quelque chose en lui. Bien sûr que oui, dit-il férocement. Plus que tout au monde. La directrice, une femme au visage bienveillant nommée Dr Collins, suggéra qu'ils poursuivent la conversation en privé. Une fois l'autre parent et l'enfant partis, elle regarda Robert d'un air pensif. Monsieur Kincaid, Émilie traverse une transition extrêmement difficile. Nouvelle maison, nouvelle école, la perte de sa mère et un père qu'elle apprend à peine à connaître. Elle a besoin de stabilité et de réconfort. Robert hocha la tête, se sentant terriblement inadéquat. Je fais de mon mieux. Le docteur Collins sourit avec sympathie. J'en suis sûr, mais les enfants de l'âge d'Émilie ont besoin de routine et d'une présence constante. Notre soirée des parents a lieu ce vendredi. Ce serait très bénéfique pour Émilie si vous pouviez y assister. Vendredi. Le jour de la réunion cruciale de Shanghai à laquelle il venait de se réengager avec le conseil. Robert sentit les forces opposées de sa vie le tirailler dans différentes directions. J'y serai,
promit-il, espérant trouver un moyen de le faire. Mais le vendredi arriva avec la collision prévisible des engagements. La réunion de Shanghai s'éternisa, avec des négociations complexes qui nécessitaient l'implication directe de Robert. Au moment où il jeta un coup d'œil à sa montre, la soirée des parents était à moitié terminée. Il appela la nounou, qui rapporta qu'Émilie avait mis sa tenue spéciale et attendait près de la porte depuis 1 heure. « Elle est assez contrariée, monsieur Kincaid, dit doucement la nounou. Elle vous a fait une carte spéciale pour l'occasion. » Robert ferma les yeux, le poids de son échec l'écrasant. « Passe-la-moi au téléphone, s'il te plaît. » La petite voix d'Émilie était soumise. « Salut papa. » « Émilie, ma chérie, je suis vraiment désolé, mais cette réunion dure beaucoup plus longtemps que prévu. Je ne pourrai pas venir à la soirée des parents. » Un long silence suivit. « C'est pas grave, dit-elle finalement d'un ton qui indiquait clairement que ce n'était pas le cas. Maman devait aussi parfois travailler tard. » La différence, Robert le savait avec une clarté esséurante, était que Sarah avait probablement manqué des événements seulement rarement, dans de vraies urgences, pas par routine. « Je me rattraperai, promit-il. Demain, on fera tout ce que tu veux, toute la journée. » D'accord, dit à nouveau Émilie, sa voix petite et distante. Bonne nuit, papa. Après avoir raccroché, Robert se retourna vers la salle de conférence où les investisseurs de Shanghai attendaient, pour trouver Thomas lui barrant le chemin. Vas-y, dit fermement son directeur financier. Quoi? Va à la soirée des parents. Je m'occupe du reste de cette réunion. L'expression de Thomas était inflexible. Émilie a plus besoin de toi là-bas que ses investisseurs. Nous travaillons sur cet accord depuis des mois, protesta Robert, même s'il se sentait vaciller. Et nous le conclurons, l'assura Thomas. Mais ta fille n'a qu'une seule enfance, Robert. Ne la manque pas. Les mots firent écho à ceux de la lettre de Sarah. Robert hésita juste un instant de plus, puis hocha la tête. Merci, Thomas. Il arriva à l'école avec 15 minutes restantes, juste assez de temps pour voir le visage d'Émilie se transformer de joie en l'apercevant dans l'embrasure de la porte, pour admirer l'autoportrait qu'elle avait dessiné pour l'exposition de sa classe, et pour accepter la carte légèrement froissée qu'elle lui avait faite, avec le meilleur papa du monde écrit en lettres soignées et pleines d'espoir. C'était, réalisa Robert en regardant Émilie le présenter fièrement à son institutrice, la première fois qu'il s'éloignait d'une affaire commerciale pour un engagement personnel. Le monde ne s'était pas arrêté. Les investisseurs de Shanghai seraient toujours là demain, et le regard sur le visage de sa fille valait plus que n'importe quelle acquisition. 2 semaines après être devenu père, Robert se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, quitter le bureau à 17h30. Les visages de ses employés enregistrèrent divers degrés de choc alors qu'il traversait la salle des marchés, sa veste de costume jetée sur l'épaule, rentrant chez lui pour tenir une promesse faite à Émilie de faire des pizzas maison. Dans l'ascenseur, il se retrouva à partager le trajet avec Thomas, qui haussa un sourcil à ce départ précoce. La proposition Miller? Commença Thomas. Peut attendre demain matin, termina Robert. Les analystes ont besoin de temps pour terminer leur vérification préalable de toute façon. Thomas l'étudia avec une curiosité non dissimulée. Tu as changé. L'observation n'était pas un jugement, simplement un fait, mais elle déclencha quelque chose en Robert. Alors que l'ascenseur atteignait le hall, il prit une décision impulsive. « Rejoins-nous pour le dîner, dit-il. Émilie a demandé de tes nouvelles. » Thomas hésita, la surprise évidente sur son visage. « Tu es sûr que c'est une bonne idée? » Non, admit Robert, mais c'est nécessaire. Nous avons des choses à discuter. Le Penthouse avait subi une transformation remarquable au cours des 2 dernières semaines. Les dessins d'Émilie ornaient maintenant les murs autrefois immaculés, des coussins et des plaids aux couleurs vives adoucissaient les meubles minimalistes. Des photographies, certaines de l'appartement de Sarah, d'autres nouvellement prises, bordaient les étagères. Cela ressemblait, réalisa Robert avec une certaine surprise, à un foyer. Le plaisir d'Émilie en voyant Thomas était à la fois réconfortant et douloureux à observer pour Robert. Elle se jeta dans ses bras avec l'affection facile d'une enfant saluant un oncle bien-aimé, bavardant sur sa nouvelle école et les amis qu'elle se faisait. Thomas écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions qui révélaient une connaissance intime des goûts et des aversions d'Émilie, des connaissances que Robert acquérait encore. Pendant le processus désordonné mais joyeux de la préparation des pizzas, Robert observa la complicité facile entre eux. Thomas savait exactement comment Émilie aimait sa pizza, coupée en triangles et non en carrés, se souvenait de son aversion pour les poivrons verts,
et tombait naturellement dans ce qui était clairement une routine familière de blagues idiotes et de références partagées. Après qu'Emily soit allée se coucher, serrant Ellie l'éléphant et arrachant la promesse aux deux hommes de vérifier la présence de monstres, une tâche que Thomas accomplit avec une efficacité rodée, les deux anciens amis s'assirent dans le salon de Robert, le poids des mots non dits entre eux. « Elle t'adore », dit finalement Robert, faisant tourner le scotch dans son verre. « Plus qu'elle ne m'adore. » « Ce n'est pas une compétition, Robert, soupira Thomas. « Elle me connaît depuis toujours. Elle apprend encore à te connaître. Parce que toi et Sarah avez décidé que je ne devrais pas faire partie de sa vie. » Les mots sortirent plus brusquement que prévu. Thomas posa son verre avec un soin délibéré. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la veille du jour où Sarah m'a annoncé sa grossesse ? Nous célébrions l'acquisition de Westridge. Tu as dit, et je cite, « Cette entreprise est mon seul enfant, et rien ne lui fera jamais concurrence pour mon attention. » Robert tressaillit, le souvenir refaisant surface avec une clarté inconfortable. « Sarah t'a entendu dire ça, » continua Thomas. « Elle apportait les rapports que tu avais demandés. C'est pour ça qu'elle ne t'a jamais parlé de la grossesse. Elle croyait que tu rejetterais Emily complètement ou que tu tenterais de contrôler la situation d'une manière qui conviendrait à ton emploi du temps, mais pas aux besoins d'un enfant. » Elle avait tort, protesta Robert, mais les mots manquaient de conviction. Le regard de Thomas était ferme. « Vraiment ? Sois honnête, Robert. Si Sarah était venue te voir il y a 5 ans en te disant qu'elle était enceinte de ton enfant, qu'aurais-tu fait ? » Robert voulait insister sur le fait qu'il aurait assumé, qu'il aurait embrassé la paternité. Mais la vérité était plus compliquée. « J'aurais subvenu à ses besoins financièrement, » admit-il. « J'aurais créé un fonds en fiducie, probablement engagé les meilleurs nounous et les meilleures écoles maternelles. Mais aurais-tu été présent ? Aurais-tu changé des couches à 3 heures du matin ? Pris des jours de congé quand elle était malade ? Ajusté ton emploi du temps en fonction de ses besoins plutôt que d'attendre que sa vie se conforme à la tienne ? Les questions flottaient dans l'air, inconfortables par leur justesse. « Je fais ces choses maintenant, » dit Robert doucement. « Oui, tu les fais, » reconnut Thomas. « Et je suis sincèrement impressionné. Mais il a fallu une tragédie pour t'amener ici. Sarah connaissait le genre d'homme que tu étais à l'époque. Elle a pris la meilleure décision possible pour Emily. » La colère de Robert éclata. Ce n'était pas sa décision à prendre seule. « Emily est aussi ma fille. Un fait biologique que tu n'aurais jamais connu si Emily n'avait pas pris les choses en main, » souligna Thomas. « Sarah était mourante, Robert. Elle a eu tout le temps de te le dire, et elle a choisi de ne pas le faire. Ça devrait te dire quelque chose. » La vérité brutale atterrit comme une gifle. Sarah n'avait nommé Robert comme tuteur d'Emily que parce qu'elle n'avait pas de meilleure option, pas parce qu'elle croyait qu'il serait un bon père. « Pourquoi toi ?» demanda Robert, la question qui le brûlait de l'intérieur. « Pourquoi étais-tu celui qui était là pour tous ces moments que j'ai manqués ?» Thomas détourna le regard, une complexité d'émotions traversant son visage. « Je l'aimais, dit-il simplement. Pas comme toi, brièvement et commodément, mais profondément et complètement. Elle ne ressentait pas la même chose, mais elle m'a permis de faire partie de la vie d'Emily. C'était suffisant. » La révélation stupéfia Robert, le laissant sans voix. Thomas, le Thomas contrôlé et pratique, avait nourri des sentiments pour Sarah pendant toutes ces années, la soutenant elle et Emily tout en assurant le bon fonctionnement de l'entreprise de Robert. « Je ne savais pas, » dit finalement Robert. « Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas, » répondit Thomas, sans méchanceté. « Tu as bâti un empire, Robert, mais tu as manqué tellement de vie en chemin. » Avant que Robert ne puisse répondre, une petite voix se fit entendre depuis le couloir. « Papa ? Oncle Thomas ? J'ai fait un cauchemar. » Emily se tenait là, en pyjama, serrant Ellie, des larmes striant son visage. Les deux hommes se levèrent simultanément, puis échangèrent un regard. Thomas recula, s'effaçant devant Robert avec un petit signe de tête. Robert traversa la pièce vers sa fille et la souleva dans ses bras. « Tu veux m'en parler ?» Emily enfouit son visage contre son épaule. « Maman m'appelait, mais je ne la trouvais pas, » murmura-t-elle. « J'ai cherché partout. » Le cœur de Robert se serra. Il porta Emily sur le canapé, s'asseyant avec elle sur ses genoux. Thomas s'excusa discrètement pour préparer un chocolat chaud, apparemment une partie du protocole établi en cas de cauchemar. « Elle me manque tellement, » dit Emily, son petit corps secoué de sanglots. « Pourquoi a-t-elle dû partir ?
C'était la question que Robert redoutait, celle à laquelle aucune explication logique ou stratégie d'entreprise ne pouvait répondre de manière satisfaisante. Il pensa aux explications cliniques qu'il pourrait offrir sur le cancer et les taux de mortalité, et sut qu'elles ne signifieraient rien pour un enfant en deuil. Au lieu de cela, il la serra fort et dit la seule chose vraie qu'il savait. « Elle me manque aussi, ma chérie. Pas de la même manière que toi, parce que tu as eu tellement plus de temps avec elle. Mais j'aimerais qu'elle soit là aussi, surtout pour toi. » Émilie leva les yeux vers lui, son visage taché de larmes le scrutant. « Vraiment ? Mais tu as ta grande entreprise et tes réunions importantes. » « Rien de tout cela n'a autant d'importance que toi, » dit Robert, se surprenant de la profondeur avec laquelle il le pensait. « Ta maman s'est assurée que tu aies tout ce dont tu avais besoin. Surtout de l'amour. Et maintenant, c'est mon travail. Je ne suis pas aussi bon qu'elle, mais je te promets que j'essaie d'apprendre. » Thomas revint avec le chocolat chaud, garni des mini-guimauves qu'Émilie adorait. Elle l'accepta avec un sourire larmoyant, puis demanda d'une petite voix, « Est-ce qu'oncle Thomas peut rester ce soir ? Il sait comment éloigner les mauvais rêves. » La demande le piqua, mais Robert ravala sa fierté. « Si ça ne dérange pas oncle Thomas, ce serait bien. » Plus tard, après qu'Émilie se soit finalement endormie entre eux sur le canapé pendant un film de Disney, Thomas parla doucement. « Tu te débrouilles mieux que tu ne le penses, Robert. Elle commence à te faire confiance. » Robert baissa les yeux sur sa fille endormie, sa main maintenant serrée dans la sienne plutôt que dans celle de Thomas. « Je ne peux pas remplacer Sarah. Je ne sais même pas si je peux être le père qu'Émilie mérite. » « Personne ne te demande de remplacer Sarah, » répondit Thomas. « Émilie n'a pas besoin d'un père parfait. Elle a juste besoin d'un père qui est présent, de manière constante et fiable, même quand c'est inopportun ou difficile. » Robert croisa le regard de son ami par-dessus la forme endormie d'Émilie. « Je ne t'ai jamais remercié, » dit-il doucement, « d'avoir été là quand je n'y étais pas, de t'être occupé d'elle deux. » Thomas hocha la tête, acceptant la gratitude tardive dans ses yeux. Cela inclut de s'assurer que son père assume son rôle. Il fit une pause. La question, es-tu prêt à faire les changements nécessaires pour être le père dont elle a besoin ? Parce que de mon point de vue, Quinquet d'Investment semble toujours être ta priorité. L'accusation était douce mais pointue. Avant que Robert ne puisse formuler une défense, son téléphone vibra avec un appel entrant. Le bureau de Tokyo, où il était déjà matin. Instinctivement, il l'attrapa, puis s'arrêta alors qu'Émilie s'agitait dans son sommeil. Thomas haussa un sourcil, son poing étant fait sans mots. Robert laissa l'appel aller à la messagerie vocale. Un choix petit mais significatif. Le message était clair. Il y aurait de nombreux moments de ce genre dans les années à venir. D'innombrables décisions entre le travail et la paternité, et le modèle de ces choix définirait finalement quel genre de père il serait. Comme s'il lisait ses pensées, Thomas dit doucement, « Ce n'est pas une grande décision, Robert. C'est un millier de petites, chaque jour. » En regardant le visage paisible d'Émilie, Robert fit une promesse silencieuse, non seulement à Sarah ou à Émilie, mais à lui-même. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il doive changer ou sacrifier, il deviendrait le père que cet enfant extraordinaire méritait. L'acquisition de Morgan était en train de s'effondrer. Robert faisait les 100 pas dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille, écoutant les rapports de plus en plus frénétiques de son équipe sur le terrain à New York. 6 mois de travail, des millions en préparation, et un accord qui consoliderait la position de Quinquet d'Investment en tant que leader du secteur, tout cela potentiellement perdu parce que la famille Morgan avait des doutes de dernière minute. « Ils insistent pour vous rencontrer personnellement », expliqua son négociateur en chef. « Aujourd'hui. Ils disent que si vous ne pouvez pas prendre le temps pour cette réunion, vous n'êtes pas sérieux au sujet du partenariat. » Robert jeta un coup d'œil à sa montre. 14h15, l'école d'Émilie finissait à 15h, et il avait promis de l'emmener au musée des enfants ensuite, un voyage reporté déjà 2 fois à cause d'urgences professionnelles. « Dites-leur que je peux faire un appel vidéo à 16h, offrit-il. Ils ont explicitement rejeté cette option. C'est en personne ou rien, et leur jet attend pour partir aux Bahamas à 19h ce soir. La frustration du négociateur était palpable. « Robert, c'est un accord de 5 milliards de dollars. Vous pouvez sûrement reprogrammer un après-midi avec votre fille. » Le Robert d'autrefois aurait déjà été dans une voiture pour l'aéroport. Les obligations familiales étaient précisément le genre d'affaires personnelles qu'il avait toujours insisté pour subordonner aux opportunités commerciales de cette ampleur. « Laissez-moi passer quelques appels, » dit-il finalement. « Je vous recontacter dans 15 minutes. » Son premier appel fut pour Thomas,
qui était à Chicago pour superviser un autre projet. Les Morgan me forcent la main, expliqua Robert après avoir exposé la situation. Si je ne vais pas à New York aujourd'hui, nous perdons l'accord. Thomas resta silencieux un moment. Et si tu brises une autre promesse à Emily, que perds-tu là? La question flotta entre eux, sans réponse. Ce n'est pas juste, protesta Robert. C'est une opportunité unique. 5 milliards de dollars, Thomas. Et Emily est un enfant unique qui a déjà perdu un parent, répondit Thomas calmement. Écoute, je ne peux pas te dire quoi faire, mais souviens-toi de ce que nous avons discuté sur les schémas de choix. Après avoir raccroché, Robert passa un autre appel à Janet Chen, sa vice-présidente de la stratégie et la dirigeante la plus compétente de son équipe après Thomas. Janet, en combien de temps peux-tu être à New York? 2 heures plus tard, Robert était assis en tailleur sur le sol du musée des enfants, aidant Emily à construire un engin élaboré dans l'exposition d'ingénierie. Son téléphone vibrait constamment dans sa poche. Mise à jour de Janet, question de l'équipe juridique, message des membres du conseil qui avaient entendu des rumeurs sur son absence à la réunion Morgan. Il les ignora tous. « Papa, regarde !» s'exclama Emily alors que leur bille réussissait à naviguer sur le chemin sinueux qu'ils avaient construit. Son visage rayonnait d'accomplissement et de joie simple, une expression qu'il voyait plus fréquemment au fil des semaines. « Excellent travail, ingénieur Wilson », répondit-il en utilisant le surnom qui la ravissait. « Devrions-nous le rendre encore plus difficile ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme, attrapant déjà des pièces supplémentaires. Robert sentit son téléphone vibrer à nouveau, un schéma distinctif indiquant un appel plutôt qu'un message. Janet, très probablement, avec des nouvelles de la réunion. Ses doigts tressaillirent vers sa poche, l'instinct de répondre gravé par des décennies à faire passer les affaires en premier. Emily leva les yeux, son expression vacillant légèrement en reconnaissant le geste familier. « Tu peux prendre ton appel, papa. Je sais que c'est important. » La résignation dans sa voix, l'acceptation habituée de passer en second, frappa Robert comme un coup. Combien de fois dans sa courte vie avait-elle entendu ces mots de Sarah? Avec quelle rapidité avait-elle appris que « important » signifiait « plus important que toi » Robert éloigna délibérément sa main de son téléphone. « Pas aussi important que ça, dit-il fermement. Pas aussi important que toi. » Le sourire qui fleurit sur le visage d'Emily valait plus que n'importe quelle acquisition. Plus tard dans la soirée, après qu'Emily se soit endormie entourée des dessins qu'elle avait faits au musée, Robert vérifia enfin ses messages. 27 appels manqués, 42 SMS et 16 emails, tous exprimant divers degrés de panique, d'indignation ou de confusion au sujet de son absence à la réunion Morgan. Le dernier message était de Janet, envoyé à peine 30 minutes plus tôt. Accord signé. Les Morgan ont bien réagi à votre explication d'urgence familiale et à ma présentation. Ils ont dit que tout homme qui fait passer sa fille avant un accord de 5 milliards de dollars a des priorités qu'il respecte. Célébration demain. PS, tu me dois un dîner très cher. Robert fixa le message, un enchevêtrement complexe d'émotions le submergeant. Le soulagement que l'accord n'ait pas été perdu. La fierté des capacités de Janet. Mais surtout, un sentiment profond d'avoir réussi un test qu'il ne savait pas qu'il passait. Il se déplaça silencieusement vers l'embrasure de la chambre d'Emily, la regardant dormir paisiblement, serrant Ellie l'éléphant. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Robert avait choisi quelque chose plutôt que les affaires, et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, les deux avaient fonctionné. Mais même si l'accord avait échoué, réalisa-t-il avec une clarté saisissante, il aurait fait le même choix. La pensée aurait dû le terrifier. Au lieu de cela, elle ressemblait à la liberté. Son téléphone vibra à nouveau. « Thomas. » « J'ai appris la nouvelle, » dit son directeur financier quand Robert répondit. « Janet a fait un miracle. »« Oui, » acquiesça Robert. « Et je crois que je viens de comprendre quelque chose. »« Quoi donc ?» Robert s'appuya contre le cadre de la porte, regardant toujours Emily dormir. « J'ai abordé tout ça de la mauvaise manière. J'ai essayé de trouver comment intégrer Emily dans ma vie, mon emploi du temps, mes priorités, mon monde. Mais c'est à l'envers. Je dois reconstruire ma vie autour d'elle. » Thomas resta silencieux un moment. C'est un changement significatif pour quelqu'un qui s'est défini par son entreprise pendant 20 ans. C'est vrai, reconnut Robert. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Quelque chose qui va secouer beaucoup de gens, y compris le conseil. Je t'écoute, dit Thomas. Robert exposa son plan, radical, peu orthodoxe,
mais soudainement limpide dans son esprit. Quand il eut fini, Thomas laissa échapper un sifflement bas. « Tu es sérieux ?» « Complètement, » confirma Robert. « Émilie mérite un père qui est présent. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement et physiquement. Et je commence à penser que Quinquet d'Investissement pourrait en fait être plus forte grâce aux changements que je propose. Le conseil se battra contre toi sur ce point, prévint Thomas. Victor, surtout. Qu'il le fasse, répondit Robert avec la confiance qui avait bâti son empire. Je n'ai jamais reculé devant un combat qui en valait la peine. En terminant l'appel, Robert sentit une étrange sensation de paix s'installer en lui. Pendant des années, il avait mesuré sa valeur à la croissance de son entreprise, à la taille de ses contrats, à l'influence qu'il exerçait dans les salles de conseil. Maintenant, debout dans l'embrasure de la porte, regardant sa fille dormir, il comprit avec une clarté parfaite qu'il avait utilisé les mauvaises mesures depuis le début. Le succès ne se mesurait pas en milliards de dollars ou en acquisitions réalisées. Il se mesurait en promesses tenues, en confiance gagnée et en amour donné librement, sans attente de retour. Demain apporterait le défi de convaincre son conseil, ses employés et ses investisseurs que les changements qu'il envisageait renforceraient plutôt qu'affaibliraient l'entreprise qu'il avait bâtie. Mais ce soir, en regardant la respiration paisible d'Émilie, Robert Quinquet, autrefois défini uniquement par son ambition, reconnut qu'il avait déjà réalisé l'acquisition la plus précieuse de sa vie, et qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour en être digne. La réunion du conseil était fixée à 9 heures. À 8h15, Robert avait déjà déposé Émilie à l'école, assistant à l'assemblée du matin où elle recevait un certificat pour son projet scientifique, un engagement qu'il n'aurait pas pris, et encore moins tenu, 2 mois auparavant. « Bonne chance pour ta grande réunion, papa », avait-elle dit, lui faisant un câlin très serré avant de courir rejoindre ses amis. « Souviens-toi, c'est toi le patron. » Sa simple confiance le réconforta alors qu'il entrait dans la tour Quinquet, saluant les employés qui le regardaient encore avec étonnement à ses arrivées désormais régulières à 8h30 plutôt qu'à 6h, et à ses départs à des heures raisonnables. Les spéculations murmurées sur sa situation personnelle avaient évolué de théorie de gestion de crise à une véritable curiosité sur les changements chez ce PDG autrefois si acharné. Thomas attendait dans le bureau de Robert, passant en revue la présentation qu'ils avaient préparée. Janet est d'accord, rapporta-t-il. Simon et Lopez aussi. Cela nous donne 4 voix de dirigeants, y compris la tienne. Nous devons encore convaincre au moins 3 membres du conseil. Robert ajusta sa cravate, une qu'Émilie avait choisie pour lui ce matin-là, la déclarant porte-bonheur parce qu'elle correspondait à ses yeux. Victor est un nom catégorique. Probablement Peterson et Whittaker aussi, la vieille garde. Il nous faut Freeman, Thompson, et soit Goldstein, soit Meyer. Meyer est ta meilleure chance, conseilla Thomas. Elle a des petits-enfants. Elle comprendra la motivation, sinon la méthode. À 9h précises, Robert prit sa place à la tête de la table de conférence, face aux membres du conseil et à son équipe de direction. La montée d'adrénaline familière qu'il avait toujours ressentie avant les présentations majeures était maintenant tempérée par un sens du devoir qui transcendait la simple stratégie commerciale. Mesdames et messieurs, commença-t-il, je vous remercie de vous être réunis à si court préavis. Ce que je m'apprête à proposer représente un changement significatif par rapport à la façon dont Quinquet d'Investissement a fonctionné ces 20 dernières années. Cela nécessitera des ajustements, de la flexibilité et une volonté de remettre en question la sagesse conventionnelle sur le leadership d'entreprise. Il fit une pause, laissant la gravité de ses mots s'installer. L'expression de Victor Hargrove s'était déjà assombrie en un nuage d'orage. Pendant 2 décennies, j'ai agi avec la conviction que le succès exigeait une concentration unique et un sacrifice personnel. J'ai bâti cette entreprise en faisant passer tout le reste, y compris la famille, au second plan. J'ai exigé le même engagement de vous tous, et vous avez répondu présent, créant l'une des sociétés d'investissement les plus prospères du pays. Des hochements de tête autour de la table, un sentiment de fierté pour leur accomplissement collectif. Mais j'en suis venu à reconnaître que ce modèle est fondamentalement défectueux et finalement insoutenable. Il produit des gains à court terme au détriment de la santé à long terme, tant pour les individus impliqués que, je crois, pour l'entreprise elle-même. Victor ne put se contenir plus longtemps. Robert, s'il s'agit de tes nouvelles responsabilités parentales, peut-être devrions-nous en discuter en privé plutôt que de détourner une réunion du conseil. Robert soutint le regard de son mentor. Il ne s'agit pas seulement de ma fille, Victor, bien qu'elle ait certainement catalysé ma réflexion.
Il s'agit de créer une entreprise plus robuste et durable qui valorise ses employés en tant qu'êtres humains à part entière, plutôt que comme des actifs interchangeables. Il cliqua sur la première diapositive de sa présentation, la réorganisation Quinqued, construire une entreprise qui fonctionne pour les familles. Pendant les 30 minutes suivantes, Robert exposa sa vision, une restructuration complète de Quinqued Investissement qui redistribuerait les responsabilités de direction, créerait de véritables politiques d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et mettrait en œuvre des processus de prise de décision collaboratifs qui ne reposeraient pas sur la présence physique constante d'une seule personne. Je propose de prendre du recul sur les opérations quotidiennes, expliqua-t-il, abordant l'aspect le plus controversé de son plan. Je resterai PDG et conserverai la supervision stratégique, mais Thomas assumera le rôle de directeur des opérations avec une autorité élargie sur les fonctions quotidiennes. Janet Chen sera promue vice-présidente exécutive, se concentrant sur nos marchés en croissance. La salle éclata en objections qui se chevauchaient, la voix de Victor s'élevant au-dessus des autres. C'est un suicide d'entreprise. Nos clients investissent avec nous en raison de votre implication personnelle, Robert. Le Quinqued de Quinqued Investissement n'est pas seulement un nom. C'est la promesse que vous supervisez personnellement leurs investissements. Robert laissa les protestations se poursuivre un moment avant de lever la main. Je comprends vos préoccupations. Elles sont valides et je les ai examinées attentivement. Mais je crois que nous avons l'occasion de créer un nouveau modèle de leadership d'entreprise. Un modèle qui distribue les responsabilités plus efficacement, réduit l'épuisement professionnel et améliore réellement la prise de décision en intégrant des perspectives diverses. Janet Chen, élégante et calme comme toujours, prit la parole. L'acquisition de Morgan a démontré que notre équipe est tout à fait capable d'exécuter au plus haut niveau, même sans la présence physique de Robert. En fait, je dirais que le fait d'avoir été forcé de procéder sans lui a renforcé notre présentation et notre position de négociation. Thomas hocha la tête en accord. Nous fonctionnons de manière insoutenable depuis des années. Des semaines de 60 heures, des vacances annulées, des événements familiaux manqués. Ce ne sont pas des médailles d'honneur. Ce sont les symptômes d'un système dysfonctionnel qui conduit finalement à un roulement du personnel, une créativité réduite et une performance à long terme diminuée. Janet Meyer, la chef du comité de rémunération que Robert avait espéré influencer, l'étudia d'un air pensif. C'est un changement philosophique assez radical, Robert. Qu'est-ce qui l'a motivé, au-delà de votre nouveau statut parental? Robert réfléchit à la question, conscient que sa réponse pourrait déterminer l'issue de cette bataille. Il y a 2 mois, une fillette de 5 ans est entrée dans cette même pièce et a demandé à acheter 1 heure de mon temps pour $100, toutes ses économies. Elle valorisait cette heure plus que toute autre chose qu'elle aurait pu acheter. Il fit une pause, se souvenant du visage déterminé d'Emily. Depuis, j'ai été forcé de faire face à des vérités inconfortables sur la façon dont j'ai passé les 20 dernières années, et sur ce que la vraie valeur signifie réellement. Il cliqua sur la diapositive suivante, montrant des indicateurs de performance. Mais ce n'est pas seulement philosophique. Regardez nos chiffres depuis la mise en œuvre de certains de ces changements à titre de test au sein de mon équipe immédiate. La productivité est en hausse. Les solutions créatives ont augmenté. L'accord Morgan a été conclu à des conditions meilleures que nos projections initiales. Nous voyons des avantages tangibles d'une approche plus équilibrée. Pendant l'heure qui suivit, le débat fit rage, passionné, parfois houleux, mais substantiel. Robert répondit à chaque objection avec des données, des exemples et la confiance tranquille qui avait bâti son entreprise. Progressivement, il put voir le vent tourner. Tout le monde n'était pas convaincu, mais suffisamment de tête hochait pour lui donner de l'espoir. Finalement, Victor Hargrove se pencha en avant, son expression grave. « Robert, je te connais depuis que tu es un jeune homme affamé avec de grands rêves et une revanche à prendre. Je t'ai soutenu quand d'autres te trouvaient trop jeune, trop agressif, trop peu conventionnel. Et je ne peux pas soutenir cela. C'est une erreur. Une qui coûtera cher à cette entreprise. » La pièce devint silencieuse, le poids de l'opposition du doyen du conseil pesant lourdement dans l'air. « Je respecte votre position, Victor, répondit Robert calmement. Et je suis reconnaissant pour votre mentorat au fil des ans. Mais sur ce point, nous devrons être en désaccord. La question qui se pose à nous n'est pas de savoir si Quinqued Investissement va changer. C'est de savoir si nous allons mener ce changement ou y être contraints lorsque nos meilleurs éléments s'épuiseront ou partiront pour des opportunités plus équilibrées. Janet Meyer s'éclaircit la gorge. «
J'aimerais proposer un compromis, une période d'essai de 6 mois pour ces changements, avec des examens mensuels du conseil et des indicateurs de performance clairs. Si les résultats ne répondent pas aux critères convenus, nous revenons à la structure originale. Des têtes aux chairs autour de la table. C'était un terrain d'entente raisonnable, qui sauvait la face de toutes les parties. Je peux soutenir cela, acquiesça Robert. Victor fronça les sourcils mais hocha la tête à contre-cœur. 6 mois, mais je veux des mises à jour hebdomadaires, pas mensuelles. Marché conclu, dit Robert en tendant la main. Après un moment d'hésitation, Victor la serra, le geste reconnaissant que si la bataille était peut-être perdue, la guerre n'était pas terminée. Alors que la réunion se terminait, Thomas rejoignit Robert. Ça s'est mieux passé que prévu. Le compromis de Meyer était brillant. Je suis d'accord, reconnut Robert. Ça donne à tout le monde de la marge pour s'ajuster sans se sentir acculé. En parlant d'ajustement, dit Thomas en regardant sa montre, si nous mettons en œuvre cette nouvelle approche équilibrée, ne devrais-tu pas partir bientôt? Il est presque 15 heures. Robert sourit, le rappel apportant une légèreté à laquelle il s'habituait encore. La pièce de théâtre de l'école d'Émilie est à 16 heures. Une production de CP de la chenille qui fait des trous. Elle joue le papillon. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Janet et moi venons aussi, si ça ne te dérange pas, répondit Thomas avec un sourire. Émilie a invité toute l'équipe de direction. L'idée que ses principaux dirigeants assistent à une pièce de théâtre pour enfants aurait semblé absurde à Robert il y a 3 mois. Maintenant, cela semblait être la chose la plus naturelle du monde. En quittant la tour Quinquette cet après-midi-là, son assistante lui tendit un petit paquet qui avait été livré plus tôt. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée d'Émilie, prise le jour de la photo de classe. Son sourire était radieux et sincère. Elle avait écrit en bas de sa main soignée de CP, « Pour le bureau de papa, pour que je ne te manque pas trop au travail ». Robert plaça le cadre bien en évidence sur son bureau, où il serait la première chose qu'il verrait chaque matin. Un rappel de ce qui comptait vraiment, de l'héritage qui ne pouvait se mesurer en dollars ou en contrats. Son téléphone vibra avec un message de l'école. Aile de papillon défectueuse. Besoin de colle et de paillettes. Urgence. Robert Quinquette, qui aurait autrefois délégué une demande aussi triviale à un assistant, attrapa ses clés et se dirigea vers l'ascenseur avec un sourire. Il y avait les crises du monde de l'entreprise, et puis il y avait les vraies urgences, comme un papillon de 6 ans avec des ailes cassées. Et il apprenait enfin la différence. 1 an, jour pour jour, après qu'Émilie eut fait irruption dans sa salle de conseil, Robert se tenait dans le même espace, maintenant transformé. Le design froid et minimaliste avait cédé la place à des tons plus chauds, et des photographies, principalement d'Émilie, ornaient ses murs autrefois immaculés. La restructuration de l'entreprise avait non seulement survécu à sa période d'essai de 6 mois, mais était devenue une étude de cas en matière de leadership progressiste. Les bénéfices étaient en hausse, la rétention des employés s'était considérablement améliorée, et Quinquette Investment avait fait la une du Wall Street Journal en tant que pionnier des politiques d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Même Victor avait admis à contre-cœur que les changements fonctionnaient, bien qu'il grognât encore sur le fait de chouchouter les milléniaux. Mais aujourd'hui, il n'était pas question d'affaires. C'était la fête des pères. Prêt, papa? Appela Émilie, passant la tête dans son bureau. À 6 ans, elle avait grandi, sa confiance s'épanouissant sous l'amour constant qu'elle recevait désormais. L'enfant hésitante qui avait autrefois offert ses économies pour acheter 1 heure de son temps avait disparu. Prêt, confirma Robert, se déconnectant de son ordinateur. Où est oncle Thomas? Il attend près de l'ascenseur avec le panier de pique-nique. La table de la salle de conférence avait été poussée contre le mur, faisant de la place pour ce qui était devenu une tradition, leur pique-nique de la fête des pères avec vue sur les toits de Boston. C'était l'idée d'Émilie de célébrer là où leur voyage commun avait commencé. Alors qu'ils étalaient la nappe à carreaux sur le sol, Robert s'émerveilla de la façon dont sa vie avait complètement changé en seulement 12 mois. Son emploi du temps tournait maintenant autant autour des événements scolaires et des histoires du soir que des réunions du conseil. Il connaissait les amis d'Émilie, ses plats préférés, ses peurs et ses rêves. Thomas arriva avec Janet Chen, tous deux désormais parrains et marraines d'Émilie à la demande formelle de Robert, une reconnaissance de la famille qu'ils étaient tous devenus. Livraison spéciale, annonça Thomas, présentant à Émilie une petite boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait un cadre en argent contenant le billet de 100 $ froissé qu'Émilie avait offert à Robert ce premier jour, conservé sous verre. Gravé en bas, les mots « le meilleur investissement jamais réalisé ».
Émilie rayonna, puis devint sérieuse en tendant à Robert son propre cadeau, une carte faite à la main avec le dessin d'un enfant de 2 personnages se tenant la main. « Ouvre-la, papa » insista-t-elle. À l'intérieur, d'une écriture soignée, au meilleur papa du monde. « Merci d'avoir tenu ta promesse à maman. » Robert sentit sa gorge se nouer. « Quelle promesse, ma chérie ?» Les yeux d'Émilie, si semblables aux siens, croisèrent les siens directement. « De m'aimer plus que ton empire. Maman me l'a dit dans un rêve. Que tu l'as fait. Tu m'as choisi. » La pièce devint silencieuse. Robert n'avait jamais partagé les derniers mots de Sarah avec Émilie. « Quand as-tu fait ce rêve ?» demanda-t-il doucement. « La nuit dernière. Maman a dit de te dire qu'elle avait eu tort. Que tu lui as prouvé qu'elle avait tort, comme elle te l'avait demandé. » Émilie pencha la tête. « Qu'est-ce qu'elle voulait dire, papa ?» Robert serra sa fille dans ses bras, les souvenirs de la chambre d'hôpital de Sarah l'envahissant. Son dernier défi, prouve-moi que j'ai tort. Et il l'avait fait. Ça veut dire, expliqua-t-il, la voix épaisse d'émotion, que les gens peuvent changer quand ils aiment quelqu'un assez fort. Ta maman n'était pas sûre que je pouvais changer, mais je l'ai fait. Grâce à toi. Émilie hocha la tête solennellement. Maman a aussi dit de te dire merci pour la plage. L'été dernier, Robert avait tenu sa promesse, emmenant Émilie dans la même ville balnéaire où Sarah avait autrefois passé ses vacances enfants. Ils avaient construit un énorme château de sable et laissé un petit cadre avec la photo de Sarah à côté lorsque la marée était montée. L'idée d'Émilie pour envoyer un cadeau à sa mère. Thomas s'éclaircit la gorge, l'émotion évidente dans ses yeux aussi. « À Sarah, dit-il en levant son verre de limonade, qui nous a offert à tous deux le plus grand des cadeaux. »« À maman » fit écho Émilie. Alors qu'ils savouraient leur pique-nique, le soleil de l'après-midi inondant les fenêtres que Sarah avait autrefois maintenues impeccablement propres en tant qu'assistante de Robert, ce dernier réfléchissait au voyage de l'année écoulée. Il avait perdu un empire d'isolement et gagné un royaume de connexion. Son entreprise prospérait, non pas malgré ses priorités changées, mais grâce à elle. Plus tard, alors qu'Émilie discutait avec Janet de son prochain spectacle de danse, Thomas vint se tenir à côté de Robert près de la fenêtre. « Tu l'as fait » dit son ami doucement. « Tu lui as prouvé qu'elle avait tort. » Robert hocha la tête, regardant l'expression animée de sa fille. « Le plus étrange, c'est que je ne me souviens même plus de qui j'étais avant. Cet homme me semble être un étranger maintenant. » « Il l'était » répondit simplement Thomas. Mais cette version, le vrai Robert Kincaid, c'est quelqu'un que Sarah aurait été fière de connaître. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Boston, projetant une lumière dorée sur la salle de conférence où sa vie avait changé pour toujours, Robert Kincaid, autrefois défini uniquement par l'empire qu'il avait bâti, comprit avec une clarté parfaite que son plus grand héritage ne se mesurerait jamais en acquisition ou en actifs. Il était assis en tailleur sur une couverture de pique-nique dans une salle de conseil d'entreprise, portant une couronne en papier qu'elle s'était fabriquée, riant avec le genre de joie qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Et cela ne lui avait coûté que $100 et tout ce qu'il pensait vouloir, une transaction qui lui avait donné tout ce dont il avait vraiment besoin.